Aujourd'hui, on a intitulé cette table ronde « Colère populaire ». La différence, on verra comment elle peut s'exprimer à partir de la présence de nos deux débatteurs. D'une part, Danielle Tartakovsky, qui est donc historienne, spécialiste de l'histoire sociale et politique de la France au XXe siècle, ancienne présidente de l'université Paris 8 Vincennes de Saint-Denis, maintenant professeure émérite, et qui est l'auteur de très nombreux ouvrages, qui a longtemps travaillé sur la France ouvrière, et puis a étudié effectivement des révoltes, mais à chaque fois à sa façon, mai 68 ou la gauche à contretemps. Elle a aussi publié dans les années 2009 le dictionnaire des mouvements sociaux, la manifestation, ça c'est très important aussi peut-être pour aujourd'hui, pour comprendre un peu ces mouvements, les droits de la rue et bien entendu l'histoire des mouvements sociaux en France depuis le 19e jusqu'à nos jours. Et Danielle Tartakovsky donc reprendra peut-être les questions qui ont été posées hier, parce que dans le fond la phrase ne s'est pas terminée à partir de cette réflexion sur la colère politique, comment on passe à la colère politique à la colère populaire, ou inversement, comment le populaire devient politique, la question est posée. Avec nous aussi ce soir, Hervé Lebras, qui est un de nos grands... ce soir, ah oui, ce matin, c'est formidable, il fait tellement sombre que je croyais qu'on était le soir. Merci Hervé. Il sait compter lui au moins. Bon. Donc Hervé, vous le connaissez par les entretiens d'Auxerre et vous le voyez peut-être souvent aussi à la télévision, directeur d'école, C'est parce qu'on est le matin, je pensais qu'on était le soir. Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et il a publié également un grand nombre d'ouvrages comme démographe, et historien et anthropologue. Il a notamment publié l'Atlas des inégalités, le mystère français, l'anatomie sociale de la France, ce que les big data disent de nous. Je crois que ça c'est très important qu'on le redise parce que ça va revenir peut-être sur les questionnements qu'on peut se poser aujourd'hui. Et il vient de publier dans la revue Études un article sur les gilets jaunes. Le titre, c'était quoi ton article? Les gilets jaunes, la voiture et le Front National. Très important, mais c'est une vraie question d'ailleurs. Et en fait, je vais simplement passer la parole à Danielle Tartakovsky. Donc le jeu, on va parler pendant à peu près 1 heure, et après on va laisser une bonne demi-heure à la salle pour pouvoir débattre à partir de ce qui a été dit. Donc Danielle, je vous passe la parole. Merci. Bonjour. J'avais préparé une intervention. Cette intervention portait, donc oui, déjà l'usage de l'imparfait, ça va s'infléchir. Elle portait, j'avais essayé de pister l'usage du mot colère de façon à ne pas parler de façon très générale, mais voir très concrètement quand et qui utilisait le mot colère depuis quelque temps. Je vais en dire 2 mots, mais la journée d'hier m'a amené à changer totalement mon fusil d'épaule. Parce que je comprends mal pourquoi on dissocie colère politique et colère populaire. Alors vous avez dit, on va voir comment la colère populaire devient politique. Non, elle est politique. Elle est politique, et donc je crois que ce qu'on va dire, sans préjuger de ce que dira Hervé Lebras, et qu'on va dire s'inscrit, aurait pu s'inscrire très directement dans le débat d'hier. Donc je vais quand même dire 2 mots sur le début de l'émergence de colère, dans la période contemporaine. Là, je vais pas remonter à Achille, ne vous inquiétez pas. Et puis je reviendrai sur une série de questions finalement qui ont été soulevées par les interventions d'hier, en essayant quand même de ne pas dépasser les 20 minutes. Bon, et en fait, je repartirai du film d'hier soir, pour ceux qui l'ont vu, mais je pense que c'est la plupart. Je l'ai écouté, enfin je l'ai regardé évidemment, mais j'ai surtout écouté très attentivement ce que disaient ces jeunes, et ça confortait tout ce qu'on a pu lire au lendemain de 2005. Les jeunes expriment assurément leur colère, hein, si
je ne note pas quand j'ai commencé, je ne sais pas quand je dois finir. Mais il ne se réclame pas de la colère. Le mot colère, il apparaît une fois dans le film. Il apparaît sous la bouche de cet homme plus âgé qui présente les cahiers de doléances au Sénat, donc qui est en surplomb par rapport au mouvement. Et dans un ouvrage qui est d'ailleurs sur la table de la librairie, Michel Herman, dans son ouvrage, définit la colère, je cite, comme l'expression d'une douleur qui vise à défendre la dignité du sujet lorsque celui-ci a l'impression d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, méprisé, trahi. Moi, ce qui me frappe, j'ai travaillé sur près d'un siècle de mouvements sociaux en France, c'est que le mot colère n'apparaît très tardivement, alors que le mot dignité, il est tout le temps présent, enfin, il est très souvent présent. 36, le mot dignité apparaît constamment dans les entretiens que d'autres ont pu avoir avec les survivants de 36, quand ils étaient encore là. 83-84, les grèves de l'automobile, Peugeot Citroën, grève de la dignité. L'ouvrage qui vient de sortir d'Yves Vasseur, Restez digne, je crois, enfin digne, j'en suis sûr, Restez, je crois que c'est ça, je crois que son titre c'est Restez digne. Les jeunes dans le film, enfin la marche de Hasser le feu, on voit, il dit, on veut le respect de la dignité. Donc, les acteurs passent directement, je dirais, à la dimension positive. Et non pas une colère qui est exprimée en creux. Il me semble qu'hier, on a un peu pris tous ces mouvements en creux. Mais si on se situe à l'intérieur du mouvement, pendant une très longue durée, c'est le mot dignité qui prévaut pour dire ce qu'on a appelé hier, à différentes reprises, la colère. Alors, ça ne veut pas dire... C'était bien en 2005 que j'ai vu apparaître... bon, j'ai procédé de façon extrêmement discutable. Hein, j'ai surfé sur Internet comme tout le monde, notamment sur les photos, c'était plus intéressant. Donc tout ça serait à travailler de façon plus précise. Il n'en demeure pas moins que ma première émergence 2003, c'est une sérigraphie, pas signée, mais Mouvance libertaire à l'évidence, qui sème la misère, récolte la colère. Et puis en 2005, donc en plein cœur de ce qu'on appelle la révolte des banlieues, on retrouve ce slogan-là dans des tracts de la CNT, donc ça confirme l'épicentre, je dirais, anarcho-libertaire. Alors, mot d'ordre qui va, bon, slogan qui va circuler durablement, je dirais jusqu'à aujourd'hui, sans doute jusqu'à après-demain. Hein, qui sème la misère, révolte la colère. C'est d'abord sous cette forme-là que je le vois apparaître dans des slogans, dans des tracts, sur des banderoles, je dirais, et ça va jusqu'à des tracts de la CGT dans la période très récente. Hein, donc c'est très vaste éventail de l'usage de ce slogan, qui est beau, il est vrai. Bon. Et puis, dans la multitude d'ouvrages qui sont parus au lendemain des révoltes de banlieue, il y en a eu un petit peu moins pour les Gilets jaunes, mais il y en a eu pas mal. 2 ouvrages de chercheurs et d'un collectif de chercheurs militants, c'est un collectif anonyme, ça s'appelle les révoltes en toute logique, donc on sent bien qu'il y a derrière les révoltes logiques, donc on imagine bien que ce sont bien des chercheurs, même s'ils se présentent comme un collectif militant. Une révolte en toute logique, 2 points, des banlieues en colère, et un ouvrage de Laurent Muchelli, les raisons de la colère, clin d'œil aux raisins de la colère. Simplement, dans les raisins de la colère, si vous vous en souvenez, la colère mûrit. Et donc à l'horizon, dans le dernier Les adieux de Tom à sa mère, il dessine les raisins de la colère, ce qui adviendra. Les raisons de la colère, on est en aval. Et on a bien vu hier que la question du devenir était une question qui se posait. Bon, alors je vais m'arrêter là dans le travail que j'avais fait. J'avais essayé d'aller... Beaucoup de choses ont été dites hier sur les usages très contemporains, on peut y revenir après. Et finalement, je voudrais, en repartant d'une série de questions qui se sont posées hier, essayer de réfléchir sur le pourquoi de ce moment de l'émergence. Bon, ce que j'ai consulté, c'est pas scientifique du tout, mais ça permet de prendre la température une gramme sur Google, je m'en excuse, c'est vraiment pas scientifique, donc je plaide tout de suite coupable. Mais on voit bien, j'ai testé le mot colère, et on a une nette montée à partir de 2005. Ça confortait ce que j'avais pu trouver ici et là. Bon, alors, je vais m'interroger donc sur le moment.
et revenir un petit peu sur la chronologie. Et il me semble que si on veut comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, et le pourquoi aujourd'hui de l'omniprésence du mot colère, parce que c'est ça la question, je dis bien du mot, hein, du mot colère, qui n'était pas là avant, enfin on le trouvait sans doute, mais en fait qui était loin d'être central. Il faut peut-être avoir une chronologie un peu plus large que celle qu'a proposée, je pense, Sirinelli hier. Quelqu'un a évoqué hier, depuis le balcon, le programme du CNR. Je rappellerai deux choses, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur l'amont et je vais ensuite aller vers le plus contemporain. Deux choses. Bon, le programme du CNR, c'est l'acte de naissance de notre État social à la française, et ce qui distingue l'État social à la française, c'est qu'il résulte de l'action conjuguée de la mobilisation collective, sociale, et de deux révolutions. Révolution dans la culture de mobilisation, révolution dans la culture de régulation. L'un pour l'autre en même temps. C'est cette séquence 36-46 qui est marquée par une révolution qui amène l'État et les économistes à passer d'une culture libérale à une culture de la régulation, révolution dans l'approche de l'économie et par la politique, et puis une révolution dans la culture de mobilisation, des grèves de 36 à la résistance, qui est une mobilisation collective d'un type certes particulier, mais qui est une mobilisation collective. Et ça inscrit, le fait que notre État social y résulte de cette conjonction dans une séquence évidemment très particulière, ça ancre durablement dans notre imaginaire politique collectif l'idée que la lutte paye. Alors, est-ce qu'on est passé de la lutte paye à la violence paye? On y reviendra peut-être en conclusion. Mais durablement, en tout cas longtemps, pas durablement, mais longtemps, l'idée que la lutte paye. Et ce programme du CNR définit ce qu'il va mettre en œuvre comme une véritable démocratie économique et sociale. Les mots importants, c'est véritable, économique et sociale. La démocratie, elle était déjà là. Alors, c'est par rapport à un débat qui est venu hier sur les corps intermédiaires. On ne peut pas se contenter de dire il y a les syndicats, il y a les associations, puis de faire des colonnes. Dans la mesure où la démocratie telle qu'elle existait jusqu'alors devient une véritable démocratie économique et sociale, ça redéfinit la citoyenneté. Parce que être citoyen, c'est plus simplement voter, la démocratie politique, un suffrage universel masculin, d'accord, etc. Mais enfin, c'est s'affirmer, c'est s'intégrer dans la totalité des instances qui résultent de cette redéfinition de l'État. Citons la gestion de la sécurité sociale, la direction du secteur nationalisé, la fonction publique, d'une façon plus générale. Hier, notre intervenante disait qu'il fallait que l'État diffuse finalement, et se ramifie jusqu'à des niveaux, jusqu'à la famille, disait-elle. Enfin, il faut modifier notre perception, il ne faut pas en penser sans l'État. Hein, c'était leur don. Bon, je dirais qu'il est évident que en 1945, on ne pense pas du tout sans l'État. L'État est au cœur, mais cet État est un État qui diffuse très profondément dans des formes redéfinies qui supposent l'implication de ce que j'appelle les corps intermédiaires. Enfin, il me semble que les corps intermédiaires, on doit les définir par ces forces collectives qui ont surgi de cette séquence de mobilisation, régulation redéfinie et qui s'impliquent dans un État redéfini pour affirmer, conforter, développer l'État social. Ça, et donc évidemment, comme ils ont une fonction, ils ont un sens. Et les luttes sociales, jusqu'à l'après 68, ça vaut pour 68, les luttes sociales sont des luttes qui, en articulation avec ces espaces de la négociation et de la régulation conquis, permettent de développer l'État social. 68, c'est encore, et pour la dernière fois, une extension de l'État social résultant d'une mobilisation collective. Il y aura 80 sans mobilisation collective, et puis après, vous savez que ça se complique, et donc j'y viens. Deuxième temps, tout se complique.
82-83, bon, c'est avec mon collègue Michel Margueras, on a écrit un ouvrage qui s'appelle L'État détricoté. C'était un joli titre, mais il est évidemment faux. C'est pas l'État qui se détricote, c'est l'État social qui est détricoté. L'État, lui, se porte bien, mais ça n'est plus. Et donc, on assiste progressivement à une remise en question des formes de cette véritable démocratie économique et sociale issue de la séquence 36-46. Il y a toujours des luttes. On dit lutte, hein, on fait la colère. Le mot lutte a disparu. Hier, je n'ai pas entendu le mot lutte. Non, ça s'appelait lutte. Ça s'appelait lutte sociale ou mobilisation sociale. On n'utilise pas le mot colère. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que de 83 au tournant du siècle, ça commence avec la mobilisation des catholiques pour la défense, enfin, contre la loi Savary, pour la défense de l'école privée, 83-84. Énorme mobilisation. Bon, il y a sans doute de la colère. Il y a les grandes mobilisations, dans toutes les grandes mobilisations, il y a sans doute de la colère, mais on n'utilise pas le mot, on ne se réclame pas de ce mot, ni pour ni pour le mettre à distance, ni pour en faire un drapeau. Vous vous souvenez tous que la mobilisation a raison de la loi Savary, et dans des délais extrêmement courts du gouvernement qui allait avec, et ça précipite. C'est pas la cause du tournant de la rigueur, mais ça précipite le tournant de 82-83. Et alors, cette mobilisation pour la défense de l'école privée, c'est intéressant, ça débute, je ne dis pas que les catholiques sont à droite, hein, je dis, mais ça débute à la droite de l'échiquier politique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est une mobilisation à la droite de l'échiquier politique. Elle va initier une séquence, et on oublie trop qu'elle est initiée à la droite de l'échiquier politique et non pas à sa gauche, où une dizaine de mobilisations, donc les catholiques, le mouvement syndical, 95, des associations, la mobilisation des cinéastes contre la loi Debré, 97, donc il y en a une dizaine, je ne vais pas vous les énumérer, des mobilisations lycéennes et étudiantes, contre le CIP, qui n'est pas encore le CEP, mais je vais revenir au CEP, ont raison de projets de loi ou de loi, et en général des ministres qui vont avec, sans que ce soit vécu comme des crises politiques majeures. Ça veut dire que pendant une petite quinzaine d'années, et alors qu'on était dans une situation de détricotage de l'État social, alors que les luttes sociales qui existaient ou sociétales avaient, si j'accepte la première, pour fonction de ralentir ou d'empêcher ce détricotage de l'État social, ce sont des luttes qui deviennent défensives. Il y a un basculement, des luttes offensives jusqu'aux années 70 à des luttes défensives. Les manifestations se mettent à fonctionner comme des référendums d'initiative populaire. Ceux qui le théorisent les premiers, c'est les guignols de l'info. Si vous vous en souvenez, c'est le Juppéton. Hein. On voyait la marionnette Juppé, puis à chaque fois que Juppé parlait, il y avait on voyait la pancarte du nombre de manifestants qui augmentait. Allez monsieur, parce que Juppé avait dit s'il y a 3 millions de manifestants dans la rue, je partirais, ce qui était évidemment une formule à tout le moins maladroite. Bon, mais plus sérieusement, le terme de référendum d'initiative populaire, donc référendum, initiative populaire, c'est moi qui rajoute, mais le terme apparaît dans le débat, il apparaît, Balladur l'évoque, enfin le terme est en débat, et donc il n'y a pas de colère. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de colère, mais on ne parle pas de colère, on ne dit pas qu'on est en colère, parce qu'il y a une action. Il y a une action qui a pour effet, encore une fois, de ralentir. Non pas d'expliquer que, même s'il y a de gros problèmes, notre situation, enfin notre état social est un tout petit peu moins détricoté que celui de nos voisins. Je dirais pas plus. Donc la lutte continue à payer. Et puis, et j'en arrive, ne vous inquiétez pas, à mon dernier point, à mon dernier temps, 2003, Jean-Pierre Raffarin, c'est le mouvement contre la réforme des retraites, enfin contre le nouveau projet de réforme des retraites, ce n'est pas la rue qui gouverne. Alors ce n'est pas la rue qui gouverne, formule qui va être ensuite déclinée par la quasi-totalité des présidents de la République, des premiers ministres successifs jusqu'à aujourd'hui, et un certain nombre de ministres. Hein, ça devient, enfin, à chaque fois qu'on a une mobilisation, même si Emmanuel Macron finit par dire « j'ai entendu la colère », etc., mais dans d'autres circonstances, s'agissant des cheminots,
on a eu des formules, c'est pas cette formule-là, mais on la décline avec des variantes. En tout cas, ça devient une affirmation. Ce n'est plus la rue qui gouverne. Nous sommes en 2003, alors je ne suis pas du tout en train de dire que la révolte des banlieues, je n'adhère pas au mot révolte, hein, mais enfin, il faut bien... et la cause de ce n'est pas la rue qui gouverne. Quand il dit ce n'est pas la rue qui gouverne, il s'adresse au mouvement syndical et aux différentes confédérations syndicales dans leur forme les plus classiques. Bon, il n'en demeure pas moins. Alors, deux choses. Premièrement, ce n'est pas la rue qui gouverne. On disait plus ça. Ce qui a marqué notre histoire, c'est que les mouvements de la rue sujet fantasmatique, hein, on a tous derrière nous Delacroix et Victor Hugo, alors ça, immédiatement, il y a du romantisme dans l'air, hein, quand c'est des mouvements de la rue. Les mouvements de la rue, 19e siècle, ils ont laissé place, à partir du tournant du 20e siècle, à des manifestations de rue. De la rue sujet, avec un R majuscule, je dirais, hein, à la rue espace, dans laquelle on se rassemble pour lutter. Et puis voilà brusquement que la rue... Alors je me suis toujours demandé si Jean-Pierre Raffarin avait mis une majuscule ou pas, mais comme c'était à la radio, je ne le saurais évidemment jamais. Mais en fait, ça résonnait comme une majuscule. C'était de nouveau la rue Stigmate. C'était la rue de Tarbes, c'était la rue de Lebon. Et vous voyez que c'est la même zone chronologique. On arrive dans des eaux chronologiques où des mots disparaissent, on ne parle plus de manif, on en parle encore, et puis il y a des mots qui ressurgissent, et qui quelque part renvoient quand même, on a parlé d'affect hier, hein, mais la rue avec une majuscule, c'est pas de l'affect, mais enfin c'est pas de la raison non plus, pour reprendre des termes, enfin dans notre imaginaire collectif, encore une fois. Bon, alors bien évidemment, les manifestants, comme souvent, retourneront le stigmate et la rue redevient un drapeau. Il n'empêche que quelque chose, le vocabulaire se brouille parce que les formes d'action se brouillent. Et alors pourquoi est-ce que les formes d'action se brouillent? Parce que, à force de se détricoter, l'État social, il finit par être détricoté. Au moment des grèves de 95, il y avait eu un très beau film, et il y avait un jeune cheminot dans le film, il disait, c'est des entretiens qui sont faits après la fin du mouvement, et le jeune cheminot, il disait, il fallait bien qu'on tienne, nous étions le donjon. J'avais adoré ça. La grève des cheminots, le donjon tombe. Et il reste encore la réforme des retraites. Bon, donc le donjon, il est fortement ébranlé. Et donc, moi, il me semble, mon hypothèse, c'est que cet usage du mot colère, enfin, on ne peut pas ouvrir la radio, on ne peut pas ouvrir un journal sans parler du mot colère. De ce point de vue-là, vous étiez tout à fait en prise sur l'événement, si j'ose dire, ou sur la résurgence d'un mot. Le mot colère, il est partout. Nous avions bien vu hier qu'on avait un petit peu du mal à savoir de quoi on parlait, et on a tellement de mal de savoir qu'on parlait qu'hier, on a glissé sur la violence. On a très souvent glissé sur la violence. Il me semble que, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que c'est que la colère. Encore une fois, je pense que la colère, elle est constitutive d'une bonne partie de la mobilisation sociale en longue durée. Mais il me semble que quand on use de mots flous, comme rue, comme colère, alors qu'il existait non pas des concepts, mais des termes extrêmement clairs pour désigner un répertoire d'action politique, comme dirait Charles Tilly, qui s'était constitué pendant un siècle dans le cadre de l'État social, ce sont des mots symptômes. Et pour moi je m'arrêterai là, ce sont des mots symptômes de ce que les forces qui étaient nées de l'État social, de ce que les espaces de la négociation, de la régulation, dans lesquels d'autres formes de la citoyenneté s'étaient constituées, qui avaient construit la légitimité des différents corps intermédiaires, dont les syndicats, sont brouillés. Donc il y a une mise en crise de l'État social, une mise en crise du système politique, je ne l'emploie pas au sens où on a parlé de système, c'est-à-dire les modes de fonctionnement sociopolitiques qui en découlent. Et donc les acteurs sont complètement remis en question, et que la question des interactions, elle se trouve massivement posée, la question des articulations à redéfinir
entre les citoyens, citoyennes et citoyens, l'État dans un monde mondialisé est posé, et à partir de là, je crois qu'on a un élément non pas de réponse, mais qu'on comprend mieux pourquoi il y a cette espèce de chronologie qui traverse aujourd'hui plus d'une dizaine de pays. La crise de l'État social, elle est effectivement planétaire. Alors elle prend des formes spécifiques selon les États, etc. Elle dépend des formes du politique, elle dépend des rapports de force, mais on est bien aujourd'hui dans cette nécessaire redéfinition du compromis social. Il ne faut pas compter sur moi pour vous dire comment on va faire, parce que si quelqu'un le savait, nous ne serions pas là à parler de la colère et nous parlerions de la suite. Merci beaucoup. Hervé. Oui, bonjour, merci, ça me fait plaisir d'être à nouveau ici. Je vais faire 3 propositions que je vais développer, 2 d'entre elles de façon un petit peu plus large, et puis une 3e rapidement. Ma première proposition est la suivante. Le 17 novembre 2018, les Gilets jaunes n'étaient pas en colère. Ma première proposition. Ma seconde proposition, c'est le Gilet jaune n'existe pas. Et ma 3e proposition, c'est ce n'est pas un mouvement social. Alors, 3 propositions. Donc je vais les argumenter. Première proposition, ce n'était pas une colère, je dis bien le 17 novembre. Ce n'était pas une colère parce qu'il y avait une longue succession de mesures qui avaient attaqué qui avaient attaqué la mobilité, l'usage essentiellement de la voiture. Ça avait commencé 9 mois plus tôt avec la limitation de vitesse à 80 km/h. Ça a l'air de rien pour quelqu'un qui vit dans le centre-ville, mais pour quelqu'un qui habite loin de services ou loin d'une grande agglomération, c'est important. C'est surtout apparu comme une sorte de mesure discriminatoire. Et très rapidement, si vous vous souvenez, il y a une pétition qui a été organisée pour qu'on revienne sur cette mesure, et cette pétition a recueilli près d'1 million de signatures. Donc on a déjà là un premier élément. Puis il y a un second élément qui est venu assez rapidement, c'est la menace d'un renforcement du contrôle technique. Alors là, à nouveau, au centre-ville, ça ne dit pas grand-chose, hein, le contrôle technique. Mais c'est quand même quelque chose qui est très mal vécu, qui est bien sûr nécessaire pour la sécurité routière, mais qui est très mal vécu quand on est loin des villes, parce que on n'a pas simplement une voiture. Très souvent, pour vivre loin des villes, on a une voiture en bon état et qui ne pose pas trop de problèmes, et puis on a la voiture précédente, la vieille, qui sert aux enfants ou qui sert de dépannage, et celle-là, elle a beaucoup de mal à passer le contrôle technique. Donc c'était un second élément. Puis est venu un 3e élément, c'était le diesel. Alors, le gouvernement avait encouragé le diesel, et soit en le faisant payer peu, moins cher que le carburant normal, et aussi en encourageant l'achat de voitures diesel. D'un seul coup, le diesel était considéré comme un danger pour la santé publique, une cause peut-être même de changement climatique. Et donc, non seulement le prix du diesel montait, mais aussi on ne pouvait plus revendre difficilement sa voiture diesel. Donc c'était un 3e élément qui était contre la voiture. Et le 4e élément qui a été la taxe dite écologique n'était pas simplement la taxe elle-même, mais la menace d'une seconde taxe 3 mois plus tard en janvier, puis d'une 3e taxe. Donc là-dedans, face à cela, les Français qui habitaient au fond loin des villes se sont sentis agressés dans leur mode de vie profond. Alors, on l'a peut-être pas très bien compris parce que au fond, étudier la voiture ou l'usage de la voiture, c'est pas très noble. Quand vous cherchez en sociologie
des études sur la voiture, vous avez des études sur le comportement des automobilistes, mais sur la voiture en tant qu'objet, il y a extrêmement peu de choses. On est un peu dans la situation où c'est Jean-Claude Passeron, le sociologue, qui raconte que quand il était un jeune normalien avec son compère Bourdieu, ils sont allés voir Raymond Aron, et Raymond Aron leur a dit que bon, quel type d'études voulez-vous faire? Ils ont dit on voudrait étudier l'école, l'éducation. Raymond Aron leur a dit écoutez, vous êtes normalien, prenez des sujets plus nobles quand même, c'est pas... L'école, c'est pas très noble, il faut étudier la politique étrangère, il faut étudier les affrontements, peut-être faut-il étudier, il aurait pu leur dire la colère, mais pas l'école. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est étudier la voiture, c'est pas très noble, et du coup, on n'a pas vu que c'est un élément essentiel de la liberté, c'est un élément essentiel de la manière dont les personnes qui sont loin des services programment et organisent leur vie. Pour trouver des données, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai été obligé au fond d'utiliser même des données, par exemple de l'Automobile Club de France, sur le coût de la voiture, sur la distribution aussi des voitures. Ce qu'il en ressort, c'est que pour un Français moyen loin des services, c'est près du quart du revenu disponible qui est utilisé pour la mobilité. Donc si on touche à ce quart de revenu disponible, on touche à l'ensemble du pouvoir d'achat. Autrement dit, la revendication de pouvoir d'achat qui est venue très rapidement ensuite était une conséquence à nouveau logique. Ça n'avait rien à voir avec de la colère, et tout ce que je vous dis n'avait rien à voir avec de la colère, c'était parfaitement raisonnable. Au fond, ce qui était par derrière, c'était qu'il y avait eu un pacte implicite entre le gouvernement et les personnes qui habitaient loin des services. Le gouvernement disait, grosso modo, dans ce pacte implicite, on vous retire des services, parce que il n'y a pas assez de population pour que ces services puissent fonctionner de manière à peu près économique, mais en échange, on vous permet de circuler plus facilement, donc de vous rendre à des services un peu plus loin. Comment on vous permet cela? En entretenant les routes, et le réseau routier français est un des meilleurs en Europe et sans doute au monde, et puis avec le diesel, en facilitant aussi l'usage de la voiture. Donc c'est ça qui était remis en cause. C'est une chose très, très sérieuse, parce que si les personnes s'installent en périurbain, comme on dit, c'est-à-dire loin d'une grande agglomération, mais travaillant dans cette grande agglomération, ou bien en zone rurale lointaine, c'est parce qu'ils ont fait un calcul. Ce calcul tient compte justement de cette mobilité qui accapare un quart de leur revenu. Donc là-dedans, ce mouvement de révolte, j'y reviendrai sur ces termes aussi, a pour moi quelque chose de tout à fait rationnel. Il n'était pas prévu, vous me direz. Bon, il n'est pas non plus prévu parce qu'on n'avait pas fait entrer dans la ligne d'études des sentiments ou des aspirations de la population, cette question, la mobilité. Si je vous dis ça aussi, c'est pour une raison, alors cette fois-ci factuelle, parce que dans tout cela, on parle beaucoup des gilets jaunes, mais qu'est-ce qui nous permet d'en parler? Est-ce qu'on a des données sur les gilets jaunes? Très peu. Et il se trouve que les seules données, je pense, à peu près sérieuses, datent en fait du début, le 17 novembre. Il se trouve que ont été comptées la veille les déclarations des personnes qui disaient qu'elles manifesteraient le lendemain. C'était la première manifestation, donc il n'y avait pas d'arrière-pensée, si vous voulez, dans leurs déclarations. Et on a donc le nombre de manifestants prévus pour chaque département. Les données brutes ont été publiées d'ailleurs par le journal Le Parisien. Il y a une carte, mais cette carte donne bien sûr aucune information, parce qu'il y a plus de déclarations, donc plus de futurs gilets jaunes, là où il y a beaucoup de population, puis il y en a moins là où il y a moins de population. Donc j'ai fait un travail très simple. J'ai divisé, c'est tout bête, hein, mais c'est ça un travail de démographe, j'ai divisé ces nombres
de gilets jaunes par la population des départements. Et là est apparu, c'est là que les faits, les données, bien sûr, et on construit les faits, bien sûr, les données ne sont pas entièrement données, mais on s'approche quand même d'une réalité un peu plus générale que le sentiment qu'on a en passant sur un rond-point ou en parlant avec 3 gilets jaunes. Et là, les données montrent que la géographie qui apparaissait était une géographie très particulière et que je connaissais aussi pour avoir travaillé à la data, à l'aménagement du territoire. C'est une donnée que le géographe Roger Brunet avait appelée la diagonale du vide. Alors, la diagonale du vide, qu'est-ce que c'est? C'est une zone très peu dense, une faible population qui s'étend des Ardennes pratiquement jusqu'aux Hautes-Pyrénées, vous voyez, qui prend la France en diagonale, une bande de 150 km. Auxerre est là-dedans, pas loin, et tout le sud de l'Auxerrois est dans la diagonale du vide. Et dans ceci signifiait que dans la mobilisation, cette question de la mobilité et de la voiture et de l'éloignement des services était certainement importante. Je ne dis pas que ça soit la seule, mais là au moins j'avais un élément factuel qui me permettait de le dire, qui dépassait mon impression générale ou la vision d'information ou la compilation de déclarations. Donc, et cette diagonale me disait une autre chose vraiment importante. Alors, il n'y avait pas que la diagonale du vide, on voyait aussi qu'il y avait eu pas mal dans le bas de la Normandie, un petit peu aussi dans les zones montagneuses des Pyrénées, il y avait une plus forte proportion de déclarations de gilets jaunes. Mais là aussi, c'était des zones éloignées des services. Mais vraiment, la diagonale du vide, c'est la zone la plus importante. Et là, de ce point de vue-là, ça montrait que cette question de la mobilité était importante. Et ça montrait aussi, c'est une carte, la diagonale du vide, qui n'a aucun rapport avec les cartes politiques habituelles. Qu'est-ce que sont les cartes politiques habituelles? C'est comment se distribuent en proportion les votes pour le Rassemblement national, pour la France insoumise, pour la droite, pour la gauche, etc. Ça n'est pas du tout, cette géographie est tout à fait différente, celle de la diagonale du vide. Donc ça voulait aussi dire qu'il n'y avait pas par derrière, comme malheureusement d'ailleurs le gouvernement et le brillant ministre Castaner l'ont dit, il n'y avait pas là-dedans une manipulation politique ou la tentative d'un parti de semer le désordre. C'est quelque chose qui venait justement d'un sentiment de la population qui avait échappé à tous les partis politiques. Aucun parti politique n'avait vu venir ce problème dont j'ai tenté de vous montrer qu'il était important. Alors, vous voyez, à ce niveau-là, c'est mon premier point, que moi, ça ne me sert à rien de parler de colère le 17 novembre, au contraire, je pense qu'il y avait là-dedans une bonne dose, même une extrêmement bonne dose de raison et que c'est au fond ces raisons-là qu'il fallait analyser, et ça va m'amener au second point, et que le gouvernement a été incapable, bien sûr, d'analyser. Alors, le second point, quand je vous dis, je le répète, c'est le gilet jaune n'existe pas. Je dis le parce que, bien sûr, l'idée, gilet jaune, mais l'idée qu'il y a un prototype, qu'il y a un personnage qui est le gilet jaune et qu'on puisse comme ça le qualifier intemporellement et hors de la géographie me semble fausse. Je pense qu'il faut à ce moment-là, au contraire, être un historien du mouvement. Je ne le suis pas, mais je peux tenter de faire un historique du mouvement, c'est-à-dire que entre la personne qui manifeste le 17 novembre 2018 et celle dans la dernière grande manifestation en septembre 2019 qui est présente à Nantes, il y a une différence sans doute très importante. Je peux simplement dire, et je vous l'ai dit, qui était à peu près la personne du 17 novembre. Je vais faire quelques hypothèses à partir d'une autre donnée sur Nantes
septembre 2019, mais il y a là-dedans toute une histoire, et non seulement ça ne va pas être les mêmes personnes qui vont manifester, mais même les personnes qui ont manifesté ne seront plus exactement les mêmes au bout de plusieurs mois. C'est ça qui va se produire, c'est pour ça que je dis le gilet jaune en tant qu'essence n'a pas d'existence, si on peut dire. Juste une remarque avant de poursuivre sur ce point, dans tout ce que j'ai tenté d'expliquer sur l'aspect raisonnable, ou on peut dire même rationnel, de la manifestation du 17 novembre, j'ai été pêcher des éléments qui précédaient, qui me paraissent pertinents. Je ne suis pas le seul. Un bon économiste, Christian Saint-Étienne, a fait une analyse très vite, une analyse voisine de la mienne. Mais on peut faire la critique, et je pense qu'elle est légitime, une remarque faite, une remarque qui est au fond qui est très profonde, quoi, de Hannah Arendt, qui dit l'événement crée sa propre histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un événement, on cherche à l'expliquer. C'est en ce sens-là que l'événement précède son histoire. Par exemple, quand vous prenez le vote surprise aux Européennes de 1984, qui voit d'un seul coup le Front National passer de 0,2% des voix en 1978 à 12%, d'un seul coup, on ressort des surgissements locaux du Front National à Dreux ou bien à Aulnay-sous-Bois, surgissements qui sans doute seraient passés totalement inaperçus s'il n'y avait pas eu cet événement de 12% du Front National en 1984. Donc, je suis conscient aussi que ce que je vous donne comme élément pour le premier point, c'est une reconstruction, c'est une histoire qui dépend de cet événement, plus que l'événement dépend de son histoire. Alors revenons à l'historique. Ce qui se passe, et en fonction de ce que j'ai dit à propos de la voiture, c'est que le gouvernement ne comprend rien à cela. J'ai même hasardé une fois dans un débat. Je me suis même demandé, est-ce que Macron a son permis de conduire? Bah oui, j'ai pas de réponse. Donc, c'est ça, pour eux, pour les gens du gouvernement, la voiture, c'est comme un aspirateur ou comme une machine à laver, c'est un moyen de confort. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est essentiel dans l'organisation de la vie d'un grand nombre de personnes qui vivent loin des services. Donc, il y a eu... ils ont fait semblant que c'était pas vraiment trop grave, puis bon, que c'était anti-écologique, et ainsi de suite. Résultat, c'est devenu un pôle d'attraction. Hier, Pascal Perrineau l'a bien montré, se sont agrégés, au fond, tout ce qui était comme mécontentement et comme demande dans la société française, et de ce point de vue-là, ça a énormément compliqué la chose, puisqu'elle est devenue, alors qu'au départ, il y avait une revendication simple. Je suis persuadé que si le gouvernement, mais là, c'est de l'histoire, comme on dit, contrefactuelle, c'est de l'histoire imaginée, je suis persuadé que si on avait ôté la mesure écologique dans la semaine qui suivait le 17 novembre, ça serait arrêté. On touchait là à l'élément central, parce que cet élément était commandé par d'autres éléments. Puis ensuite on disait, ben voilà, on vient sur 80 km/h de telle ou telle façon. Mais comme on ne l'avait pas fait, se sont agrégés, agglomérés un ensemble de demandes, toutes, je dirais, légitimes du point de vue bien sûr de ceux qui les faisaient, mais qu'on ne pouvait plus traiter en bloc, qu'on ne pouvait plus assembler, si vous voulez. Et du coup, quand on ne peut plus assembler ces demandes, elles deviennent très difficiles à traiter. Alors le gouvernement a du coup compris qu'il se passait quelque chose qu'il ne maîtrisait plus, et puis il a lâché suite à la violence. Alors pourquoi la violence? Là aussi, c'est très bien montré dans des travaux de Farhad Khoroskavar, qui je crois est venu ici une fois parler sur ces questions de violence. C'est parce que quand il n'y a pas d'accord dans un ensemble de revendications, la violence devient un dénominateur commun. Elle est ce qui unit la foule. Et donc, la violence, à ce moment-là, a commencé à se développer. Je ne vais pas revenir sur
les épisodes les plus violents, et le gouvernement qui ne comprenait toujours pas vraiment a lâché du lest, et donc ça a en quelque sorte aussi légitimé la violence. D'ailleurs, c'était souvent une phrase qu'on entendait des Gilets jaunes, ils disaient on a obtenu en 2 mois ce que les syndicats n'ont pas obtenu en 10 ans. Alors que les plus raisonnables disaient non, il ne faut pas être violent, mais en même temps, c'est vrai que le parallèle était intéressant, et je pense que c'est la seconde faute du gouvernement d'ailleurs. La première n'était pas avoir compris, la seconde, c'est d'avoir lâché ces mesures, qui au contraire de celles ensuite avril, étaient des mesures précipitées, qui ont été d'ailleurs des mesures assez inégales, qui ont certaines personnes en ont profité, mais d'autres non. On a dit là-dedans que cette violence était aussi entretenue par les chaînes d'information directe, par la télévision notamment, par les... Moi, je ne pense pas. Là, c'est du complotisme à nouveau. C'est pas comprendre le travail du journalisme. Je ne vais pas les défendre, mais un journaliste, il est confronté à un tas d'événements à un moment donné, et il va falloir qu'il trie, qu'il choisisse l'événement qui lui paraîtra le plus différent des autres. Celui qui est le plus proche, le plus facile pour retenir l'attention, c'est ça le journalisme. Et donc, comme il y avait la violence, c'était formidable pour eux, quoi. Ça y est, il y avait un événement qui allait attirer l'attention, et peut-être même on était dans une sorte de jeu de cirque. La foule des téléspectateurs n'était sans doute pas tellement mécontente de voir justement se dérouler ces événements. On a dit aussi, je vais m'approcher de la fin, on a dit aussi que les sondages avaient beaucoup aidé au maintien et au développement du mouvement. Là aussi, il faut regarder de près. Les sondages, c'est des questions, il faut voir comment elles sont posées. Le dernier sondage de l'IFOP ne demande pas est-ce que vous avez de la sympathie pour les jaunes ou est-ce que vous les soutenez. Il demande est-ce que vous voudriez être gilet jaune. Eh bien, la réponse, c'est 20% des Français disent oui, on voudrait être gilet jaune. Selon la question que vous posez, vous n'avez pas du tout la même réponse. Donc, avez-vous de la sympathie? Bien sûr, ceux qui répondent oui, c'est pas ça forcément parce qu'ils ont de la sympathie, mais c'est parce qu'ils ont de l'antipathie pour Macron. Il y a 2 pôles, bien sûr, c'est pas on choisit. Si on dit qu'on n'a pas de sympathie pour les gilets jaunes, ça donne l'impression que on a de la sympathie pour l'autre port qui est Macron. Donc, il faut beaucoup se méfier de l'interprétation des sondages. Pour progresser et aller vite, ce qui s'est produit aussi, je dois dire un mot de cela, c'est que le mouvement qui était au fond apolitique, au sens qu'il n'avait été, aucun parti politique n'en était à l'origine et que sa composition était très diverse, c'est donc toujours ma fameuse distribution de la diagonale du vide qui joue là-dessus, eh bien, les partis politiques extrêmes s'y sont intéressés. Et donc, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont agrégés au mouvement. Il y a eu un moment clé en février où l'extrême gauche a éliminé l'extrême droite. On l'a vu très clairement, notamment à Lyon, parce que l'extrême droite, c'est des gros bras musclés et tout, mais un peu sommaires, alors que l'extrême gauche, ils sont bien organisés, les anarchistes notamment, contrairement à leur nom, et donc ils ont vraiment éliminé cela. C'est ce qu'on a appelé les Black Blocs. Et progressivement, ils ont quand même pris beaucoup d'importance dans le mouvement, et j'en arrive à Nantes, qui est une observation cette fois-là, mais que tout le monde a pu faire, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens habillés en noir que de gens avec un gilet jaune dans cette manifestation qui d'ailleurs n'était pas énorme. Donc il y a une histoire de ce mouvement des gilets jaunes. Je vous ai dit, ce n'est pas un mouvement social, c'est là que j'arriverai à ma conclusion, ce n'est pas un mouvement social parce que je pense que tout mouvement social a un but, il vise, il a un objectif, et là, il était impossible de dégager un objectif commun. Si je le dis, et ce sera ma dernière citation, c'est suite à un article sur Mediapart d'un philosophe peu suspect d'être à droite, qui est Étienne Balibar, qui a été cité hier. Et Étienne Balibar, le 13 décembre, a fait, alors je ne sais pas si c'est un blog, enfin il a fait un texte qui a été mis sur Mediapart, qui est un texte de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Là, on est en plein mouvement. Mais il dit il va falloir que très rapidement, pour que le mouvement réussisse des Gilets jaunes, il y ait 3 conditions qui soient remplies. Alors,
dit première condition, il faut une convergence des luttes. Là, on a parlé hier de cette question de convergence, elle est non seulement rare, mais là, elle a été complètement ratée. Les Gilets jaunes n'ont pas pu faire leur jonction, ni avec les environnementalistes, ni avec les agriculteurs, ni avec les blouses blanches, et je pourrais continuer, ça n'a pas marché. Sans doute aussi à cause de cette question de leur comportement violent. La seconde raison qu'a mis en avant Balibar, c'est justement le contrôle de la violence. Il faut qu'ils reprennent la main sur les événements violents. Vous avez vu que ça n'a pas été le cas, puisque c'est devenu une sorte d'image de marque. Il y a eu beaucoup d'autres manifestations depuis janvier. Aucune d'entre elles n'a été violente ou n'a montré des actes de violence comme ceux qui, chaque samedi, se produisaient. Donc c'était une vraie question. Et le troisième point de Balibar était, il a employé le terme, il a dit, il faut que le mouvement ait une idée directrice. Et là, force est de constater que non seulement il n'y a pas eu d'idée directrice, de but commun, mais même il y a eu un refus de l'idée d'une idée directrice ou d'un objectif commun, au point que lorsqu'on faisait remarquer aux Gilets jaunes qu'il n'y avait pas beaucoup de banderoles, de pancartes dans leurs manifestations, la réponse était mais chacun de nous a sa propre pancarte ou sa propre banderole, et si vous vous souvenez, ils inscrivaient souvent leurs revendications sur leur dos, c'était purement individuel, et dans un cas comme ça, il est très très difficile d'arriver à un résultat. Autrement dit, c'était ma seconde proposition, qui était le gilet jaune n'existe pas. Non, il y a eu une multiplicité de gilets jaunes. En parler, c'est comme en faire une essence. Non, il n'y a pas eu cette essence. Voilà ma position sur cette question. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Notre objectif, c'était justement d'essayer de poser le débat, de vous faire comprendre qu'il y a des recherches, des avis sur ces questions, effectivement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la colère populaire. Et en fait, on a décidé de continuer la table ronde à partir de vos questions. Donc ce qu'on aimerait, c'est que vous posiez vraiment des questions et que vous ne fassiez pas des analyses ou des constats. Ces questions permettront de continuer effectivement le débat avec nos deux intervenants. Alors je ne sais pas où sont les micros, si... Oui, je sais que vous êtes là, chers amis Gilets jaunes. Et posez des questions, s'il vous plaît. Alors du coup, c'est un petit peu compliqué comme exercice de nous demander, nous qui sommes entre autres sujets du débat, de nous contenter, enfin de nous demander de ne poser que des questions. Alors que effectivement, je pense que c'est aussi intéressant d'entendre notre point de vue. Moi, je ne partage pas ce qui a été dit en partie par Monsieur Lebras. Ce que je voudrais dire, c'est que les Gilets jaunes sont action et que nous sommes en fait mandatés dans le cadre de nos réunions du mercredi, qui sont nos assemblées citoyennes démocratiques, qui sont des lieux d'éducation populaire, qui ont lieu tous les mercredis soirs. Nous sommes donc mandatés pour être là, pendant que nos amis sont sur les ronds-points, à l'extérieur du centre-ville, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, peut-être d'ailleurs en difficulté avec la police, on n'en sait rien, pour monter leur cabane, pour effectivement signifier une année de résistance. Donc là, nous sommes des porte-parole. Nous ne sommes pas des porte-parole du mouvement, bien évidemment, mais nous sommes là pour dire, effectivement, pour parler aussi du fonctionnement des Gilets jaunes d'Auxerre. Il me semble que c'est important, puisque nous sommes à Auxerre, de faire un peu le point sur où on en est et comment ça fonctionne sur Auxerre. Il y a plein de choses plein de choses qui ont été dites et qui de mon point de vue, demandent effectivement à être reprises, mais sur comment on est et qui on est sur Auxerre. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Lebras, au départ se posait la question du carburant, mais très vite et très rapidement, les gens, à force d'être sur les ronds-points, ont parlé d'autre chose que de leur voiture.
ça c'est évident. Et ce qui m'a semblé déterminant, c'est que chacun y a trouvé sa légitimité en disant « je », moi, j'ai des problèmes, je suis en colère parce que on ne se retrouvait pas forcément, effectivement, autour d'une revendication commune, même si au départ c'était celle du carburant, mais très vite, on est passé à des jeux. Et ce jeu a été aussi beaucoup porté par des femmes qui très souvent vivaient sur des seuils de pauvreté, absolument, et qui n'ont jamais participé à aucun mouvement social, ni politique, ni associatif, ni syndical, et qui ont fait famille dans les Gilets jaunes, et qui ont fait construction politique dans les Gilets jaunes. Comment elles ont fait construction politique? Parce qu'il y a eu structuration, qu'on le veuille ou non, il y a eu structuration. On ne peut pas nier quand même. À Montpellier, 200 personnes qui représentent 200 collectifs de Gilets jaunes, qui ne sont pas n'importe quel collectif, qui sont des assemblées de citoyennes, des ADA, des assemblées citoyennes qui, tous les mercredis, pendant des heures, de 6h30 jusqu'à 23h, élaborent ensemble leurs revendications, toutes les revendications. Oui, est-ce que vous pouvez abréger, reprendre tout à l'heure, parce qu'on peut partager la parole avec tout le monde, c'est pas mal aussi, de poser des questions. Dans ces cas-là, on peut dire aussi effectivement que les... Oui, on peut effectivement abréger. Moi, j'avais simplement envie un petit peu de décrire quand même qui on était sur Auxerre. Mais si effectivement on est réduit à vous poser des questions, je suis désolée, je vous connais, Monsieur Lebras et Madame Tatartowski, et je vous, Monsieur Lebras, bon, je vous connais, et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez dit, mais c'est vrai que nous cantonner à... Et c'était une des raisons pour lesquelles on était là, mais après 6 mois, on me dit, bon bah ok, vous êtes là, vous posez une question, vous partez. Notre idée, c'était de dire qui on est. On ne veut pas forcément être regardé de haut par des spécialistes, on a aussi des choses à dire. On a aussi des choses à dire, et y compris, on a plein de choses à dire sur l'extrême droite. Effectivement, on a aussi beaucoup parlé de colère. Tout à l'heure, si vous voulez bien, vous pourrez intervenir tout à l'heure aussi. Mais j'aimerais que les autres puissent poser aussi des questions, ça serait bien. Parce que c'est ça qu'on a aussi envie de dire. Et ben dans ces cas-là, on retourne dans nos périphéries de ronds-points. Comment il y a eu des mouvements, les premières manifestations écologiques qui ont eu dans le Auxerre. On a interdit aux Gilets jaunes de prendre la parole. Qu'est-ce qu'on a fait? Et bien les Gilets jaunes, on est retourné sur nos ronds-points périphériques pendant que les manifestations, effectivement, des écologistes habituels avaient lieu au centre-ville. Et ça pose quand même un sacré problème. Alors, ce que je vous propose, chers amis, ce que je vous propose, c'est de faire circuler... Excusez-moi, madame, je vais vous interrompre. On peut faire circuler, là. On ne veut pas vous empêcher de vous exprimer. Ouais. Il y a dans cette salle un certain nombre d'autres personnes qui ont envie de poser des questions. Je vous propose de faire circuler le micro. Voilà. Parce que ce qui va vous arriver, madame, non, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On vous avait même assuré des places gratuites. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Mais si vous prenez la parole trop longtemps, ça va être contre-productif par rapport à ce que vous voulez nous raconter. De toute façon, oui. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun connaît un peu la règle, je vais la rappeler, c'est qu'on puisse avoir, il ne s'agit pas de ne pas débattre entre nous, puisque nous avons des intervenants qui sont là pour ça, nous avons laissé ce temps-là aux uns et aux autres, mais il faut respecter la prise de parole de chacun et essayer d'avoir des questions qui soient relativement concises, auxquelles nos invités puissent répondre. La situation des Gilets jaunes, je crois qu'à Auxerre, nous la connaissons bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et je crois qu'il faut que la parole circule et qu'elle soit partagée. Pascal, voilà, merci à tous de respecter un peu la règle qui est la nôtre depuis des années pour que les différentes paroles qui s'opposent soient audibles. Pascal. Donc, pour ma part, la question qui m'est venue pendant ce qui n'est pas forcément strictement relié à ce que vous avez dit ce matin, mais ce que vous avez dit l'a suscité. Bon, moi je suis universitaire scientifique à Paris en activité jusqu'en 2010,
Et quand j'ai débarqué dans Lyon, je donne le départ de ma question, quand je suis arrivée dans Lyon pour y passer une bonne partie de mon temps quand c'était pas professionnel, il y a 25 ans, la première chose que j'avais à dire à mes amis, collègues, etc., parisiens, qui étaient très étonnés que je puisse être attirée par cette implication forte dans le sud de Lyon, enfin pas impliquée militante, mais impliquée dans ma vie, ça a été de dire que le premier ressenti que j'ai eu, c'est le sentiment d'abandon du lieu où j'arrivais. Et la première, par exemple, mais il y avait beaucoup de choses qui me donnaient ce sentiment, et je viens à ma question tout de suite après, je voyais que les jeunes femmes que je pouvais rencontrer, qui avaient entre 35 et 45 ans, ne trouvaient que des petits boulots de très peu de temps, à la maison de retraite, à la prison ou dans la restauration. Et ça, c'était un très bon, ou rien du tout d'ailleurs, le plus souvent. Donc, la question, c'est cette espèce d'aveuglement et de surprise qu'on a vu énoncer au moment où s'est exprimé le mouvement des Gilets jaunes. Ma question, c'est cet aveuglement. C'est pas être complotiste de dire par quel biais va-t-on retirer cet aveuglement, qu'est-ce qu'on peut apporter. On a parlé des corps intermédiaires, mais tout le monde a envie de dire bah oui, un ministre il est jamais dans sa voiture, c'est jamais lui qui conduit, c'est pas lui qui connaît le prix du croissant, etc. Donc ma question c'est par quelle voie peut-on espérer créer une ouverture. Donc l'aveuglement, c'est peut-être celui de mes proches qui disaient mais comment on peut avoir envie de vivre dans un petit village une bonne partie de son temps quand on aime les spectacles, la culture, la vie sociale, et comment changer ces choses. Mais il y a deux types, je peux mettre de réponses, mais il y a deux types de réflexions en ce moment. Il y en a une qui est majoritaire et l'autre qui est minoritaire, et je crois que j'appartiens à la minoritaire. Bon, on sent bien qu'il y a beaucoup de réflexions qui s'engagent sur la question du local, c'est à l'échelle locale, et évidemment la proximité des élections municipales renforce la réflexion sur le terrain du local, qu'on peut développer des pratiques d'une autre sorte. Alors est-ce que ça veut dire repenser l'État à ces échelles? Bon, moi, ce qui me frappe, c'est que ce qu'est devenu l'État en France, mais pas seulement en France, autrement dit le retrait de l'État de toute une série de services publics et de bien d'autres choses, encourage une résurgence, moi je suis historienne, une résurgence anarcho-syndicaliste. Enfin, quand on parlait d'anarcho-syndicalisme des étudiants, c'était toujours un moment un peu sympathique, quoi. Ils étaient sympathiques, ces anarchistes, mais enfin, c'était dépassé par l'histoire. On a de fortes résurgences anarcho-syndicalistes. On a, dans un autre cadre, un très fort développement de la subsidiarité. Alors, la subsidiarité, ça amène précisément à des formes d'ancrage sur le local, sur des pratiques qui sont un peu différentes. Bon, ça, c'est un premier type de réponse qui va d'ailleurs de pair avec un caractère des mouvements sociaux. Le mouvement des places, pour aller très vite, ce qu'on appelait les acampantes, dans 80 pays, 2011. Il me semble que, moi je ne pense pas que Nuit debout ça a été la forme française des acampantes, mais par contre je pense que les ronds-points, d'une certaine manière, c'était un phénomène de rejeu de ce qu'a été les acampantes. Qu'est-ce que j'entends par là? Et là, je suis assez emprise sur ce que vous avez dit, ici et maintenant. Si je reprends ma chronologie les mouvements de la rue, les colères, si vous voulez, mais je ne veux pas utiliser le mot colère, les révoltes, les insurrections, les journées, comme on les appelait au XIXe siècle, on a faim, on brise la porte de la boulangerie et on mange. C'est ici et maintenant. Alors les 50 morts, c'est pas ça, mais ça peut plus durer, et donc on va vivre autrement ici. C'est des arbres, d'une certaine manière, qui sont aussi une forme de rejeu. Bon, on sent bien que tout ça a pris corps de façon extrêmement minoritaire et marginale, mais a pris corps quelque part dans la chronologie que j'indiquais tout à l'heure. Puis de l'autre côté, il y a ceux comme moi qui pensent que, certes, mais comme l'État existe, comme l'État sécuritaire il n'est pas détricoté du tout, on a vu avec les Gilets jaunes, comme l'État et son rôle dans l'organisation, la réorganisation de la mondialisation, il n'est pas tricoté du tout, il joue un rôle majeur. On peut décider que l'État n'existe pas et qu'on va s'organiser autrement, mais je crains malgré tout que combien de divisions, comme disait l'autre, ce soit de ce côté-là.
Alors voilà, c'est pas une réponse, c'est une réflexion. Une autre question? Je vais dire un mot quand même. Donc juste, d'abord, remercier le témoignage qui a précédé, parce qu'il n'était pas du tout dans mes intentions de minimiser, au fond, la recréation du lien social qui a eu lieu sur les ronds-points. Et donc, il y a eu qui témoignait d'ailleurs justement cette perte de lien social. Simplement, ce que j'ai cherché à faire, c'est des gens comme moi font ce travail, c'est d'essayer de comprendre l'ensemble et pas simplement une des causes locales, une particularité ici ou là. Rien ne me dit que, et je pourrais en donner des éléments, que ce qui se passe pour des gilets jaunes à Auxerre, c'est ce qui se passe pour des gilets jaunes à Saint-Brieuc ou bien à Perpignan ou autour. Donc là, le problème justement, c'est de comprendre, de parler de l'ensemble et pas de parler d'un point particulier. Sur la question sur Lyon, le rôle aussi de gens comme moi, c'est pas tellement de donner des conseils, c'est aux politiques eux-mêmes d'agir. Le rôle de personnes comme moi, c'est d'essayer de comprendre. Je ne veux absolument pas dire que j'y parviens, mais c'est notamment aussi d'expliquer quels sont les outils par lesquels je cherche à comprendre. C'est pour ça que j'ai insisté sur la manière dont cette cartographie de la diagonale du vide a été faite, parce que là, on tombe sur quelque chose qui justement permet une certaine généralisation, même si c'est très très parcellaire là aussi en termes d'information, mais on a quelque chose sur quoi s'appuyer. Alors, Lyon, le sud de Lyon, c'est bien sûr, et je l'ai dit, c'est dans cette zone de France qui est une zone de France délaissée parce qu'elle se dépeuple, les densités sont faibles. J'ai publié des cartes où on voit que la mortalité est plus forte qu'ailleurs dans ces zones-là, la distance aux médecins est plus grande qu'ailleurs. Il y a une très bonne carte de l'INSEE, mais c'est pas, on a fait croire que c'était la périphérie. Non, si vous allez, je connais beaucoup mieux la Vendée, autour, enfin même le bout de la Vendée autour de Cholet, la Vendée historique. Là, les choses se passent plutôt très bien en Vendée. Il y a peu de chômage, les entreprises renaissent, les jeunes la proportion de jeunes sans diplôme est faible, au contraire de ce qui se passe dans le sud de Lyon et dans la diagonale du vide. Donc, le problème qui est posé là-dedans, c'est qu'on ne peut plus vivre avec un État qui donne des règles générales pour toute la France. Il faut que alors on a toujours à la bouche le mot décentralisation, on n'en a jamais eu véritablement. Donc il faut qu'on redonne aux communautés locales des pouvoirs, parce que les problèmes locaux sont très différents d'un endroit de la France à l'autre. Moi, c'est le seul constat que je puis faire. Alors, comment s'y prendre? Ça, c'est aux politiques et au gouvernement de voir comment s'y prendre. Mais la direction, il me semble, qu'on doit donner en réponse à tout cela, c'est redonner au local des capacités d'action et de décision, et d'une certaine manière, en disant cela, je pense que je vais un petit peu dans le sens de ces fameux gilets jaunes. Bonjour. Excusez-moi. Oui, bonjour. Irène Olrier. Je voudrais d'abord remercier les intervenants pour leurs propos très éclairants et qui nous permettent de mettre à distance un peu ce qu'on vit depuis plusieurs mois, et de nous situer soit en tant qu'acteur direct du mouvement, soit en tant que citoyen qui cherche à en faire sens et à y prendre part ou pas. Vous avez très bien montré comment ce mouvement qui a démarré à partir de raisons tout à fait légitimes et rationnelles, a pris une forme particulière, atypique, et née en dehors des partis, n'est pas parvenu à prendre la dimension collective qu'on a connue dans d'autres mouvements, et remet en cause ou exprime une autre façon de dialoguer socialement. Mais le président de la République lui a apporté aussi une réponse atypique, à savoir le grand débat national. Et vous n'en avez pas parlé. Je dois dire que moi j'ai été très surprise
de la façon dont ce débat a eu lieu. J'ai participé à plusieurs réunions et je dois dire qu'elles ont toutes très bien fonctionné. Alors après, on peut débattre des résultats, mais en tout cas, l'échange social qui a eu lieu dans ces moments-là était très positif globalement. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous pouvez faire des comparaisons avec d'autres types de formes de dialogue politique et social qui ont pu avoir lieu ailleurs ou dans d'autres temps, et surtout ce que vous en pensez l'un et l'autre, s'il vous plaît. Hervé, je crois que c'était au moment de l'acte 3 ou de l'acte 4, j'avais eu un entretien pour le journal des Échos, et j'avais dit qu'on m'entende bien, je ne veux pas que ça fasse hurler, mais que les Gilets jaunes et Macron étaient deux phénomènes en miroir, dans la mesure où c'était deux réponses inédites à la déstructuration générale de toutes les formes antérieures que j'évoquais tout à l'heure. Et ce qui caractérisait, c'était tout au début, hein, je ne l'écrirai plus, enfin disons que je développerai, mais c'était acte 3, enfin c'était acte 4. Bon, c'était le dit droite ni gauche, et c'était de part et d'autre, alors évidemment je vais dire au grand débat, la non-reconnaissance de l'autre comme interlocuteur, de part et d'autre au départ. Moi je fais une comparaison, vous allez dire que ça n'a rien à voir, mais la seule comparaison que je trouve, c'est De Gaulle 30 mai 68. Bon, De Gaulle, il est confronté à un truc qu'il ne s'y attendait pas non plus, hein, 68, et après un certain nombre d'hésitations, cette énorme mobilisation du 30 mai 68, plus la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections que bien évidemment il gagne haut la main. Il est clair que Macron ne disposait pas de cette arme-là. Il ne pouvait pas mobiliser largement. C'était pas plus dans sa culture que dans celle du général de Gaulle. Hein. Il n'y a pas de Victor de Lebras au général de Gaulle pour qu'il se rallie à cette manifestation. Et dissoudre l'Assemblée nationale était quelque peu osé. Alors que ça ne l'était pas pour le général de Gaulle, l'issue. Je veux dire, l'issue était évidente une fois que le général de Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale. Donc il fallait trouver quelque chose. Enfin, je ne dis pas, il fallait, je ne pense pas qu'il ait tenu ce raisonnement-là, mais comment se donner comme le porteur d'un consensus face à un mouvement qui avait une ampleur et des formes absolument inédites et qui était majoritairement soutenu, on l'a dit hier. Bon, le grand débat, il me semble que ça a été cette manière de trouver une réponse, c'est-à-dire on se déplace. Bon, et là je reviens sur ce que vous avez dit, c'est vrai que le moment où il cède sans céder tout en cédant, enfin les premières mesures, stratégiquement c'était nul, quoi. Enfin, parce que ça encourageait précisément l'idée que la violence paye. Dans les Échos, je veux pas le dire comme ça, alors je tords la phrase parce que comme on était en plein chaud, je vous disais, mais c'était clair que ça encourageait l'idée que c'était plus la lutte qui payait dans les formes qu'elle avait prises, c'était la violence. Donc stratégiquement, extrêmement dangereux. Et puis ensuite, le gilet jaune, le grand débat qui, du point de vue du gouvernement, permet d'apporter des réponses, mais en parlant à d'autres. Alors d'autres, c'est pour une part les gens, hein, comme on dit. Donc c'est les Françaises et les Français. Et donc pour une part, ils sont porteurs des mêmes problèmes, et pour une part, dans le grand débat, on entend des revendications qui sont similaires, pour une part seulement, et d'ailleurs, comme Pascal Perrineau rappelait hier, le gouvernement dit, bon, mais ça on ne prend pas parce qu'on ne prend pas. Bon, Pascal Perrineau a dit c'est courageux, oui, on peut dire que c'est courageux, mais on peut dire aussi, alors à ce moment-là, à quoi ça sert? C'est évidemment deux manières. Donc, je pense que c'était tactiquement extrêmement habile. Bon, par ailleurs, ça permettra à nos successeurs de disposer d'une masse de matériaux absolument considérable quand on voudra étudier la France de 2018. Donc, merci pour l'histoire. Après, les Gilets jaunes sont toujours là. Et après, il n'y a pas que les Gilets jaunes. Enfin, on a vu effectivement une montée des mobilisations collectives de toute nature. Je pense que nul ici ne se hasarderait
à dire ce que sera le 5 décembre et ses suites, mais enfin, il y a des vrais points d'interrogation. Le fait qu'il y ait des vrais points d'interrogation prouve qu'on est très loin d'être dans une situation qui s'est stabilisée, que les réponses n'ont pas été apportées, parce que moi je suis d'accord sur la nécessité de prendre en compte le local dans sa diversité dès lors que c'est un État modifié qui se donne les moyens, qui donne aux autres les moyens d'une action véritable. Mais on n'est pas dans le cosmétique. Je veux dire, les problèmes qui sont posés aujourd'hui par l'ensemble des acteurs sociaux, mobilisés ou pas mobilisés, c'est pas du cosmétique. C'est comment on fait pour vivre ensemble dans des formes différentes, radicalement différentes que celles qui ont prévalu pendant 30 ans. Oui, rapidement, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Daniel. Je vais peut-être un peu forcer le trait en prenant au fond une phrase d'un des fondateurs des sciences de la communication, qui est Marshall McLuhan, qui disait l'important, c'est pas le message, mais c'est le canal, c'est-à-dire par où passe le message, la façon dont passe le message. Et je crois que dans le grand débat, c'est cela, c'est-à-dire c'est pas du tout le contenu du grand débat qui est important, ça a été une manœuvre politique, et vous avez tout à fait raison, parce que quand vous regardez les images, comment était Macron en décembre de l'année dernière, il me faisait vraiment penser à De Gaulle allant voir Massu à Baden-Baden, il était mal barré, quoi. Il ne comprenait pas. Et puis, pendant Noël, il a compris deux choses. Il a compris que le mouvement ne voulait pas de leader, donc, et puis qu'il n'y avait pas ne parvenait pas à se dégager, comme je l'ai dit, une idée directrice. Et donc, il a répondu sur ces deux points. Le leader, c'était lui, et il a, au fond, fait semblant de vouloir dégager une idée directrice avec le grand débat, mais il faut prendre ce grand débat, je crois, pas du tout, je suis désolé pour mon ami Perrineau, mais pas du tout pour son contenu, pour ce qui a été dit dans ce grand débat, mais sur cette manœuvre politique qui était une manœuvre politique habile parce qu'elle tenait compte, au fond, de l'adversaire et de la structure de l'adversaire. Donc il est redevenu politique, et d'ailleurs, sa cote a remonté, il s'est remis à sourire et à se démener. Ça a marché. Bien, la soirée continue, donc je ne voudrais pas qu'on se couche trop tard, et on peut prendre encore 2 questions, mais réfléchissez bien, des questions sur la colère, ça aurait été très intéressant quand même. Bonjour. Bonjour. Ma question est très simple. Je parle en même temps. Oui, ma question est très simple. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Madame Tartakovsky, notamment par rapport au terme de lutte. Et ma question elle est simple. Comment actuellement passer de la colère à la lutte? Parce que c'est vrai que colère, c'est très bien, l'horizontalité, c'est très bien, le refus de leader, c'est très bien, le refus d'avoir un objectif politique, très bien, la politique, ça pue, d'accord, mais il faut passer quand même à quelque chose de plus construit, et donc, la construction, elle se fait autour de la lutte. Et c'est vrai que la lutte paye, mais actuellement, la colère, je ne sais pas si elle va payer. On va voir après le 5 mai, mais je ne vois pas très clair le 5 mai. 5 décembre. Une autre question avant le dîner? Alors, est-ce que je peux poser ma question, s'il vous plaît? Là-haut, on a aussi envie de s'exprimer. Donc, Isabelle Coiffol-Ferreira, j'ai une question pour nos invités. Il a été longtemps question dans ce débat autour des colères populaires sur les Gilets jaunes. Moi, je voudrais qu'on aborde d'autres luttes ou d'autres colères. Par exemple, et dans ces luttes auxquelles je fais référence, on voit une mobilisation massive des jeunes. Donc, est-ce que vous pouvez dire un mot autour du mouvement de lutte pour la protection de l'environnement, autour d'Extinction Rebellion, qui sont quand même de nouvelles luttes dans lesquelles s'engagent massivement les jeunes? C'est une colère différente, plutôt vis-à-vis de nos générations, des générations précédentes. Donc voilà, est-ce qu'on est dans des luttes défensives, offensives, comme vous avez abordé le sujet, Madame Tartakovsky? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces nouvelles luttes?
Bon, très rapidement, et après on passera à une colère homérique, ou alors on l'a fait tout de suite, mais... Bon, vous avez remarqué que ni Hervé Lebrun ni moi n'avons utilisé le mot colère, sauf pour dire que nous n'en parlerions pas, parce que nous pensions que ça vous posait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Donc, donc c'est pas du tout colère, quoi. Pourquoi est-ce qu'on use le mot colère? Mais c'est bon. Alors, non, deux mots. C'est vrai que les Gilets jaunes, pour la première fois, depuis le tournant, enfin depuis 2007, depuis 1997, on a eu un mouvement qui n'était pas un mouvement qui au départ est défensif, mais qui ensuite devient tellement polysémique qu'il prend des caractères. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un gilet jaune, mais qu'il y a des gilets jaunes, mais il n'en demeure pas moins que dans ce développement du mouvement, est-ce qu'on peut dire du mouvement? Dans ce développement, il y a une dimension offensive et que pour la première fois, il manque des points. Alors je sais bien que les Gilets jaunes ne disent pas qu'ils ont gagné, ils ne disent pas qu'ils ont été entendus. Néanmoins, il y a des reculs du gouvernement, où il y a des contournements. On va dire qu'il y a quand même un certain nombre de reculs, et puis il y a des contournements. La stratégie demeure la même, d'ailleurs Macron n'arrête pas de le dire. Donc la stratégie demeure la même, mais il est obligé. Et ça... c'est la première fois depuis le CPE, qui était un petit peu une exception dans ma chronologie, mais j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. C'est des vraies raisons, mais j'ai pas le temps d'expliquer. On a un surgissement de quantité d'épicentres de la mobilisation, dont celle des jeunes sur le climat. Est-ce que c'est défensif ou offensif? Et c'est en développement, c'est tout ce que je peux dire. Un tout petit mot. Oui, rapidement, même chose, je n'ai pas utilisé le mot colère. Alors, il me semble que l'utiliser, c'est quand même, c'est un habillage, et un habillage de quelque chose qui justement n'est pas de l'ordre de la colère. Et ce que j'ai cherché à montrer, c'est qu'il y a des éléments très rationnels dans tout ce qui s'est passé, et que très largement, cette révolte des Gilets jaunes est aussi une révolte rationnelle, une révolte qui a des raisons. Par exemple, juste pour reprendre un exemple que j'ai donné avec cette question de voiture, cette question de voiture qui est par derrière la question de la mobilité c'est une liberté essentielle dont on était en train de priver un certain nombre de personnes, et elle est entièrement articulée aussitôt sur la question, comme je l'ai indiqué, du pouvoir d'achat. Donc là, tout ça se tient très bien, et il me semble que l'habillé du mot colère ne permet pas de progresser dans la réflexion. Bien, merci beaucoup, et on va passer la parole tout de suite à Sylvain, qui nous annonce un after très rapidement. Je vais déroger à ma sévérité bien connue. On va laisser une dernière question à une dame qui hier devait en poser une et n'a pas eu l'espace suffisant. Essayez de vous faire une question courte, avec des réponses tout aussi courtes, les amis. Elle est, à mon avis, plus pertinente effectivement aujourd'hui. Que dire de la précarisation des femmes? Que dire de leur colère? Que dire du clivage entre hommes et femmes, pour certaines femmes qui ont émergé tout dans la continuité du mouvement? On voit bien la maltraitance de certains leaders féminins à un moment donné par d'autres acteurs du mouvement. Et que dire aussi effectivement des liens avec le troisième tournant de l'humanité, qui est le tournant à la, pas dire civilisation numérique, mais l'invention du numérique, etc. Comme dit Michel Serres, on est dans ce grand tournant, et par rapport justement aux femmes. Voilà, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses dans ma question. Je sais qu'on peut répondre très peu, donc difficilement, voilà, mais je voulais la poser. Moi, je veux juste dire, en m'appuyant sur les travaux des équipes de jeunes sociologues qui ont mené un travail de terrain. Alors, c'est vrai que leur travail de terrain, à la différence de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'était pas global, puisque précisément c'était sur des terrains, mais comme maintenant ils sont en train de travailler pour élaborer une approche globale à partir du travail de terrain, enfin, je crois que c'est vraiment mené un travail formidable. Les résultats de l'enquête devraient paraître, même m'ont-ils dit, dans le prochain numéro de la Revue française de sciences politiques, ça devait être novembre, enfin j'attends. J'ai vu les épreuves, donc ça va paraître, et je crois qu'on saura un petit peu de quoi on parle quand même si... Et ce qu'il mettait en avant,
Donc c'était effectivement la place des femmes et le rôle des femmes dans le mouvement, pas seulement la place mais le rôle des femmes. Ça correspondait au témoignage de votre collègue tout à l'heure, avec le poids très important chez les femmes des métiers du care, y compris dans la fonction publique. Oui, juste un mot sur civilisation numérique, révolution numérique, évitons les grands mots. On peut dire l'arrivée du numérique, c'est quand même pas, c'est pas un changement si terrible que cela, mais là je vais faire une généralisation qui repose moins sur des données que ce que j'ai dit jusqu'ici. Je pense que ce qui est en train de se passer en France relève une image d'un paradoxe qu'avait développé une personne qu'on a citée hier, qui est Albert Hirschman. C'est le paradoxe du tunnel. Vous avez, dans un tunnel, la circulation est immobilisée, et puis il y a deux fils. Et ces deux fils de voiture, on ne bouge pas, puis tout d'un coup, il y a la file de droite qui se met à avancer, puis qui avance assez vite, puis la file de gauche ne bouge pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un de la file de gauche qui déboîte, puis il y a un accident. La file de droite, c'est une partie des classes moyennes qui est justement entrée dans cette transformation numérique, qui a donc des perspectives devant elle, des aspirations. Et la file de gauche, c'est une autre partie de la classe moyenne qui, elle, est dans des métiers plus traditionnels et qui a des métiers d'employé de banque et qui voit l'horizon s'obscurcir. Et je pense que là-dedans, Hirschman a touché un point qui est important et qu'à nouveau, de la même manière, j'ai dit la colère est un habillage, le mot classe moyenne est un habillage, il permet de masquer ce qu'il y a justement comme contradiction à l'intérieur de cette classe moyenne. Merci pour ces échanges multiples, variés, c'était une table extrêmement intéressante. On va faire une pause. Pour respirer, souffler, le bar est ouvert aujourd'hui, vente de petits vénards. Et à la sortie, vous verrez, on vous distribuera le deuxième numéro de Petit Bruit, qui est le numéro 5. Vous y retrouverez un certain nombre de choses, le travail des élèves du lycée Vauban, et aussi l'interview de Pascal Diby qui évoque la question de la colère du point de vue de l'ethnologue. Un interview très intéressant. Voilà, on se retrouve aux alentours des 11h pour démarrer la table suivante.